Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez correctement. Quelqu'un peut me faire oui de la tête juste pour Oui, être sûr que oui? OK, super. On va peut-être attendre encore, 1 ou 2 minutes pour que les gens arrivent avant de démarrer. bonjour, vous m'entendez là? Oui, tout à fait. Ah, OK. Bonjour à tous et à toutes. Bien, si ça convient à tout le monde, on peut commencer. Donc, bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents. Comme vous le savez, ici, c'est enregistré, donc tout sera disponible, par la suite. Normalement, vous n'avez pas accès à vos micros et vos caméras. Et si jamais c'est le cas, je vous demanderai peut-être de les couper pendant que les autres parleront. Juste dire en guise d'introduction que si jamais vous voulez poser des questions, il y a soit le Q&A auquel vous avez accès, soit l'aspect chat. Et en fin de présentation, on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions si jamais il reste des zones d'ombre sur le programme. Donc voici le programme du jour. Pour information, je m'appelle Milan, je travaille chez Wallonie Entreprendre dans le cadre de ce projet et je vais vous présenter les 3 premières parties, donc la partie, générale sur, Crossroads, France Wallonie-Vlaanderen, les caractéristiques d'un projet PME, comment soutenons-nous les PME. Ensuite, les Hauts-de-France présenteront la partie, appel à projet et la candidature au projet. Et enfin, le Grand Est présentera, la sélection, des projets, le déroulement du projet et ensuite il y aura une partie, sur la présentation des contacts et comme, je l'indiquais à l'instant sur, tout ce qui est, questions et réponses. Donc Crossroads France Wallonie-Vlaanderen est un projet Interreg qui, dure jusqu'au, 31 mars 2029, dont le budget total de la subvention du projet est de 15,3 millions d'euros, dont la moitié, 7,65 millions d'euros, sont en FEDER. Les partenaires du projet sont ceux que vous voyez à l'écran, à savoir la région Hauts-de-France, le Grand Est Développement, POM Oost-Vlaanderen, POM West-Vlaanderen, Vlaio et Wallonie Entreprendre. Ici, comme c'est le webinaire francophone, du coup, c'est la région Hauts-de-France, Grand Est et Wallonie Entreprendre qui intervient, mais un autre webinaire euh, pour l'autre langue est disponible également. Donc, l'objectif du projet est la collaboration transfrontalière. En effet, dans le cadre des projets d'innovation entre PME, les partenaires du projet Crossroads visent à soutenir les collaborations entre au moins une PME française et une PME flamande et ou wallonne. Les collaboratrices les PME collaboratrices travaillent ensemble sur une innovation qui bénéficie à tous les partenaires du projet. Le projet doit également se concentrer sur la valorisation ou la commercialisation du produit, du service ou du processus. C'est-à-dire que le niveau technologique, donc l'échelle TRL, ça doit se situer entre 5 et 8. Le TRL 9 peut faire partie du projet, mais ne doit pas dépasser 20% du budget total, et j'aurai un mot dans la suite de la présentation sur ce point-là. Concernant les défis thématiques qui doivent être rencontrés, les innovations abordées dans le cadre des projets PME doivent répondre aux défis sociétaux suivants, qui sont l'économie circulaire, la durabilité, au sens matières premières, énergie et eau, les soins et la santé, et la numérisation, industrie 4.0. Donc, concernant ce que l'appel vise à soutenir, comme, indiqué à l'instant, ce programme vise une collaboration transfrontalière, donc entre les PME de France et les PME de Flandre et ou de Wallonie. Les PME françaises doivent être situées dans les régions Hauts-de-France ou dans les départements de la Marne et des Ardennes, de la région Grand Est. Les PME wallonnes doivent être situées dans les provinces du Luxembourg, du Hainaut ou de Namur, donc les 3 provinces limitrophes à la frontière franco-belge. Les PME flamandes doivent être situées
en Flandre occidentale ou dans les arrondissements d'Audenarde et de Gand et de la Flandre orientale. Alors, une PME est considérée comme établie dans les zones cibles dans une région lorsque le siège social, un établissement ou une succursale, un siège d'exploitation ou une unité de production se trouve dans la région concernée. Donc, c'est une vision assez ouverte à ce niveau. Alors, quelles sont les conditions du projet? Donc, comme je l'ai dit à l'instant, il faut au moins une PME française et une PME flamande ou wallonne. Alors, les PME indiquées dans le projet doivent répondre à la définition de PME applicable telle que définie par la Commission européenne. À cette fin, les PME doivent remplir l'assistant d'auto-évaluation des PME en ligne, le SMI Self-Assessment Wizard. C'est détaillé dans la suite de cette présentation-ci. Les PME ayant une forme juridique de société commerciale et de droit privé et dotées de la personnalité juridique sont éligibles. Donc, par exemple, la société anonyme, la société à responsabilité limitée, société coopérative, en nom collectif, en commandite simple ou par action simplifiée. Et de même, concernant le versant français, on peut affiner tous ces statuts juridiques à la fin, si c'est quelque chose qui vous intéresse, sont éligibles. Toutes les entreprises ayant une forme juridique différente sont inéligibles. Les PME ne doivent pas être des entreprises en difficulté. Et à cette fin également, les PME participants doivent compléter un test EED, donc entreprise en difficulté, au moment de la demande et joindre le résultat comme annexe à la demande du projet. En outre, elles doivent également signer une déclaration sur l'honneur pour certifier la section EED dans la demande de soutien. Alors, tout ce qui est grande entreprise, institutions de la recherche, de la connaissance, ne peuvent pas participer en tant que partenaires au projet PME et sont donc inéligibles aux subventions directement. Par contre, elles peuvent néanmoins intervenir en tant que sous-traitantes du projet selon une pondération qu'on verra un peu plus loin dans la présentation également. Alors, les caractéristiques d'un projet. Tout d'abord, ça doit répondre à un défi sociétal, comme ça a été brièvement introduit. Donc, la résolution d'un défi sociétal est l'idée de départ et la base du projet d'innovation de Crossroad. Donc, les projets de coopération envisagés devraient offrir des solutions aux défis sociétals sélectionnés dans le cadre de cet appel. Les quatre défis étant ceux que vous voyez à l'écran. Ensuite, l'innovation est au cœur du projet et donc est visé ici le développement conjoint de nouveaux produits, de processus ou de services en vue de la valorisation ou de la commercialisation d'une innovation, donc le TRL 5 à 8, dans le cadre d'un projet qui a une durée maximale de 2 ans. À ce sujet, quelques légères précisions. Premièrement, donc, soit les PME mettent en commun leur expertise et leurs compétences pour mettre au point une nouvelle innovation, soit les partenaires partent d'une technologie, d'un produit ou d'un service existant dans un contexte donné et l'adaptent à l'ensemble et adaptent l'ensemble de manière radicale et approfondie à un nouvel environnement. Alors concernant le TRL 9 que j'avais mentionné préalablement, donc il peut faire partie du projet. Si la commercialisation effective de l'innovation, donc le TRL 9, fait partie du projet, elle doit faire l'objet d'un lot de travaux distinct et ne doit pas dépasser donc 20% du budget total. Quelques autres caractéristiques sont que un point d'importance est mis sur la pertinence économique. Donc les projets de coopération envisagés devraient idéalement être économiquement et financièrement intéressants pour les partenaires à long terme. Et l'équilibre de la contribution, à savoir que tous les partenaires contribuent autant que possible de manière égale au développement de l'innovation. Donc comment soutenons-nous les PME? On a identifié 3 leviers qui sont la mise en relation, le soutien à la maturation et le soutien financier. Je détaillerai juste après le soutien financier. Concernant la mise en relation, on a déjà créé un event de matchmaking, de mise en relation en ligne d'entreprises et il est possible qu'on en fasse d'autres. L'objet ici, c'est que nous sommes en communication constante avec les partenaires du programme et on discute des projets ouverts et en cours et donc on peut accompagner à ce niveau-là. Concernant tout ce qui est soutien à la maturation, si vous avez des questions, besoin de précision ou d'informations, n'hésitez vraiment pas à nous contacter, on est disponible. Et donc le troisième point, c'est le point sur le soutien financier. Donc le soutien maximum du FEDER est de 250 000 € par projet, donc pas par PME, mais par projet. Il existe également un soutien minimum obligatoire de 25 000 € du FEDER par partenaire du projet. Le soutien du FEDER aux PME s'élève à 50% du budget de leur projet et les 50% restants seront apportés par la PME à titre privé. Chaque partenaire PME du projet doit présenter une participation à hauteur d'au moins 30% du budget total pour le projet avec deux PME, donc un bilatéral.
Pour les partenariats de projets composés d'au moins 3 PME, le pourcentage minimum du budget par partenaire est égal à 100 divisé par le nombre de partenaires du projet plus 2. Et par pays, il doit être un pourcentage minimal de 30% du budget total. Donc tout ça est un peu technique. Si vous voulez, on peut nous vous aider pour affiner au cas par cas. Mais en d'autres termes, un minimum de 30% et un maximum de 70% du budget doit être apporté par les entreprises françaises. La contribution combinée des entreprises wallonnes et flamandes devra répondre à la même exigence. En effet, le projet doit viser une répartition équilibrée du budget entre les régions concernées, donc Hauts-de-France, Grand Est, Wallonie et Flandre. Et alors, toujours concernant le soutien financier, donc le financement des projets Crossroads fonctionne selon le principe de calcul des coûts simplifiés, à savoir les frais de personnel plus 40% de forfait. Dans ce cadre, la PME ne doit déclarer que les frais de personnel impliqués sur le projet et la PME reçoit ensuite un montant forfaitaire de 40% sur ses coûts de personnel. Aucune preuve ne doit être présentée pour ces 40%. Pour les PME flamandes et wallonnes, les frais de personnel salariés sont pris en charge sur la base d'une méthode simplifiée de calcul basée sur un coût horaire calculé. Donc c'est le coût horaire égale 1,2% fois le salaire brut mensuel, tel que mentionné sur la fiche de paye. C'est d'ailleurs pour ça que de facto, des fiches de paye sont obligatoires pour le projet. Alors pour la France, les frais de personnel sont calculés sur un taux d'affectation. Pour le personnel affecté à temps partiel sur le projet, il est demandé aux PME de fournir pour chacune des personnes concernées une lettre de mission détaillée contenant le pourcentage fixe de temps consacré à une description du rôle, des responsabilités et des tâches assignées à l'employé en question. Cette ou ces lettres de mission seront jointes comme annexe à la convention de coopération. Voilà, je passe le contrôle de l'écran normalement à Angela qui va vous présenter l'appel à projet. Ok. Est-ce que vous m'entendez toutes? Oui. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, c'est Angela Coder. Je fais partie de la région de France. Je suis responsable de projets européens et je coordonne entre autres le projet Crossroads depuis peu. Donc, comme le disait Milan dans le sommaire, on va aborder ici l'appel à projet en lui-même. La deuxième série d'appels à projet se situe, a commencé déjà le 3 mars et va se terminer pour les dépôts des candidatures le 25 avril à 13 h précises. J'insiste sur le 13 h. On a des critères bien précis et du coup, il faut respecter cet horaire-là. On va par la suite sélectionner et évaluer les projets. Alors effectivement, il nous faudra un petit peu de temps, mais ça va pas. Voilà, on situe ça entre avril, dernier dépôt du dossier, et début juillet pour la sélection finale, pour un démarrage des projets dans la foulée en fait. Et pour ce deuxième appel à projet, le budget global est situé à plus de 2 millions d'euros. Donc, comme vous l'a dit Milan certainement en introduction, on a une série de plusieurs appels à projets. Donc, le premier a commencé en automne 2024 et va s'arrêter en 2027 pour une continuité jusqu'à la fin du projet global en 2029. Je crois que tu dois prendre le contrôle, donc en haut à gauche sur contrôle. Sinon je peux passer les slides. Ton micro est coupé. Voilà. En ce qui concerne la candidature au projet, en fait, la PME impliquée dans le projet doit répondre à la définition applicable telle que définie par la Commission européenne, c'est-à-dire se soumettre à un test PME que je détaillerai par la suite, se soumettre également à un test d'entreprise en difficulté sur lequel je reviendrai également, nous fournir les derniers comptes annuels approuvés et adoptés et remplir un dossier de candidature complet. Je vais peut-être commencer par, si tu veux bien, Milan, sur le test PME. C'est la slide d'après. Voilà. Donc, en fait, on l'a dit en introduction, ce test-là s'appelle le SMI Self-Assessment Result. C'est un test d'auto-évaluation des PME
en ligne par la Commission européenne. Et donc, au moment de la candidature, l'entreprise doit faire ce test, en fait, et joindre le résultat du test ainsi qu'une déclaration sur l'honneur à la demande de soutien. Donc ça, c'est important de prendre une capture d'écran quand l'entreprise fait ce test et la mettre dans le dossier de candidature. Est-ce que tu peux passer sur la slide d'après, s'il te plaît, pour que tout le monde voit à quoi ressemble le test? Voilà, ça ressemble à ça, en fait. Donc, tout est en anglais. Et vous avez une série de colonnes à remplir sur les caractéristiques de votre société et si elle répond bien aux standards de l'Union européenne sur la définition de la SMI, de la PME, en fait. Ensuite, on va passer au test d'entreprise en difficulté. Je reviendrai sur le dossier global par la suite. Si tu peux aller sur le slide entreprise en difficulté. Donc, la PME, comme on l'a dit également précédemment, ne doit pas être en difficulté. Et à cette fin, les PME participantes doivent également compléter le test EDD. C'est un test qui définit si l'entreprise, au moment de la demande, est en difficulté ou pas. Elle doit joindre en annexe de son dossier de candidature la demande, enfin ce test-là. Elle doit également signer une déclaration sur l'honneur pour la section EDD dans la demande de soutien. Ce qui est important de savoir, on parlait de PME, juste sur les statuts. Milan nous a dit tout à l'heure que les entreprises individuelles étaient exclues. Donc, en fait, sont éligibles toutes les PME qui ont la forme juridique des sociétés commerciales de droit privé et dotées de personnalité juridique, c'est-à-dire sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives du type SC, SCOP, voilà, j'en passe, les sociétés en non collectif, les sociétés en communauté simple et les sociétés par action simplifiée. Toutes les entreprises donc individuelles, voilà, je le répète, hein, c'est pas que je vieillis, mais c'est important de le savoir. Les entreprises individuelles sont exclues du dispositif. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent pas fournir de fiches de paie et justifier de leur implication dans le projet. Est-ce qu'on a on a le test EDD, peut-être le test EDD par la suite pour, je ne sais pas si on l'a dans le slide. Non, ça c'est le self. Non, on ne l'a pas. Bon, de toute façon, on peut vous envoyer à chacun le test EDD pour que vous voyez à quoi ça ressemble en fait, le test des entreprises en difficulté. Et là, je vais revenir sur le dossier de candidature, Milan. Désolée, hein, j'ai commencé par le plus contraignant. Voilà, le dossier de candidature. Voilà, merci beaucoup. Alors, donc, c'est un dossier de candidature en français et néerlandais. Donc, ça se fait automatiquement. Hein, quand vous présentez votre candidature sur le portail, eh bien, vous devez remplir un dossier de candidature dans lequel figurent les informations suivantes. Donc, les informations sur les partenaires du projet, la situation de l'entreprise, sa problématique, enfin, sa possible problématique et le motif de sa demande. Les objectifs du projet et les résultats escomptés, parce qu'on est vraiment sur des projets qui doivent être innovants et aussi forcément commercialisables, d'où l'échelle TRL qui se situe entre 5 et 8, voire 9 parfois. Répondre aux défis sociétaux que Milan vous a présentés tout à l'heure, donc tout ce qui est économie circulaire, durabilité, soins, santé et industrie 4.0. Il faut que l'entreprise présente également son projet. Il ne faut pas que ce soit un projet, je dirais, unilatéral, c'est-à-dire par exemple une entreprise avec un fournisseur ou une entreprise avec un consultant. Il faut vraiment qu'il y ait un lien, un mariage, enfin, quand je dis un lien, un mariage, une collaboration entre les PME des deux côtés de la frontière et que ça aboutisse à un projet voilà, tout simplement innovant sur les défis sociétaux cités. Les activités du projet, donc le caractère innovant, je me répète, et la valeur ajoutée économique, c'est-à-dire que en fait, pour chacun des partenaires, le projet doit avoir une valeur ajoutée tant d'un point de vue économique que financier.
et forcément les coûts et le financement. Et chaque partenaire doit signer ce dossier de candidature. Voilà, j'ai fait assez vite, mais j'espère que c'était clair quand même. Je pense que j'en ai terminé de mon côté. Mylène, merci beaucoup. Eh bien, du coup, c'est à mon tour. Bonjour à tous, au plaisir de vous retrouver pour ce webinaire. Moi, je suis Stéphanie Toussaint-Beaufet, je fais partie de l'équipe de Grand Est Développement et je suis rattachée à l'antenne de Reims-Besançon. Alors, moi, je vais parler de la sélection des projets. Il y a 3 différentes structures de consultation qui sont responsables des différentes étapes de cette procédure. On a tout d'abord en phase 1 le comité de pilotage qui évalue la recevabilité des demandes de projet, le panel d'experts en phase 2 qui examine les demandes et les compare aux critères de recevabilité liés au niveau TRL, et enfin en phase 3 le conseil d'administration qui décide de l'attribution du financement au projet. Alors plus précisément, ce qu'on entend par comité de pilotage, eh bien, il est composé d'un représentant de chaque partenaire, du chef de file et du responsable de la communication de projet Crossroads. Et outre les décisions relatives à la mise en œuvre opérationnelle du projet, le comité de pilotage est également chargé de vérifier l'éligibilité des projets. Pour le panel d'experts, donc ce sont 12 experts indépendants qui sont, donc on va dire un par défi thématique et par région, et qui sont issus du monde universitaire ou de l'industrie. Et ils ont aussi des connaissances forcément approfondies liées à un des thèmes et non pas de conflit d'intérêts. Et ce panel d'experts évalue les projets recevables sur la base des critères de sélection établis. Et enfin, le conseil d'administration, donc lui, c'est une structure consultative qui est composée de représentants de la direction de chaque partenaire du projet et des membres de personnel qui sont mandatés par la direction. Donc c'est lui qui prend les décisions sur les modalités de chaque appel à projet, comme le calendrier, le budget, les thèmes, et qui attribue également la subvention au projet. Alors, de manière précise, donc sur la phase 1, pour en revenir en fait au comité de pilotage, eh bien, c'est lui qui vérifie si tous les critères de recevabilité sont remplis. Ah, donc, à titre d'exemple, est-ce que la demande de projet est-elle complète et correctement présentée dans les délais prescrits, selon le formulaire de demande de l'appel à projet et bilingue pour les projets PME avec des partenaires flamands, puisque s'il y a un partenaire flamand, il faut dans ce cas faire une double traduction. Bien s'assurer qu'il y a au moins la présence d'une PME française et d'une PME flamande et wallonne, localisée sur le territoire de la zone éligible. Est-ce qu'il y a bien une participation d'au moins 30% de chaque PME dans un projet, avec à minima 2 PME? Et s'il y a plus de 3 partenaires, dans ce cas-là, le pourcentage calculé sera un minimum de 30% pour chaque pays. S'assurer que le projet n'excède pas 2 ans en termes de durée. Et que chaque partenaire du projet est bien une PME. Aucune PME n'est évidemment, on se répète, mais c'est important de préciser que c'est une entreprise en difficulté et qu'il y a bien aussi, en termes de modèle financier, une participation de chaque PME privée à minima de 30% dans les coûts globaux du projet. Sur la phase 2, donc on revient en fait une fois que la phase 1 est validée, donc on passe par la partie panel d'experts. Donc comme je l'ai dit, en fait, c'est un expert par région et par thème. Donc on s'assure en fait que là, on va plus se focaliser en fait sur différents critères, donc notamment le critère de innovant, lié au TRL, donc entre 5 et 8. Et le TRL 9 peut évidemment faire partie du projet, mais il ne doit pas en fait excéder 20% du budget total. Donc les experts évaluent de manière individuelle les projets et ensuite ils se concertent tous ensemble pour prendre une décision commune à la sélection des projets. Si je reviens sur le côté innovant, ce qui est aussi important à savoir, c'est qu'on n'est pas du tout sur de la recherche fondamentale et que le projet doit évidemment se concentrer sur la commercialisation et la valorisation des innovations. Et voilà.
Et enfin, sur un autre critère qui est important, est-ce que le projet répond-il à l'un des 4 défis sociétaux? Donc, pour rappel, hein, les 4 défis sociétaux, ce sont l'économie circulaire, à titre d'exemple, qui peut être un système économique axé sur la réutilisation et la minimisation des déchets. Sur le critère de la durabilité, en termes de matériaux, d'énergie, de l'eau, pour répondre en fait aux besoins actuels sans nuire aux générations futures. Le défi soins et santé, donc améliorer la santé physique et mentale pour des services médicaux et la prévention. Et la numérisation et l'industrie 4.0, donc c'est l'intégration des technologies numériques dans la production pour plus d'efficacité. Et donc, eh bien, une fois que ces critères sont acceptés par les experts, dans ce cas-là, on passe sur le volet conseil d'administration, sur lequel, je laisse la main à ma collègue Louise. Bonjour à tous, merci Stéphanie pour le passage de flambeau. Je m'appelle Louise Leroy, je suis également chez Grand Est Développement en tant que chef de projet innovation. Et je vais vous parler maintenant de la troisième étape, donc de la phase 3, qui implique le conseil d'administration. Donc l'attribution effective des projets est réalisée par ce fameux conseil d'administration. Et seuls les projets qui ont obtenu un go avec ou sans réserve peuvent être soutenus. L'attribution de ces subventions par le conseil d'administration tient compte du budget disponible pour l'appel concerné et des conseils de sélection dont Stéphanie a déjà parlé, à savoir le côté, l'apport de plus-value et des résultats transfrontaliers et transversaux, le lien avec les défis sociétaux et sociaux communs, des régions concernées et l'aspect, multirégionalité des projets. Donc, ce sont les projets, multirégionaux qui ont, 2 à 4 régions principales, à savoir, les Flandres, la Wallonie, les Hauts-de-France et le Grand Est. Et les projets qui concernent plusieurs régions seront privilégiés pour l'obtention d'une subvention par rapport aux projets qui sont évalués, de qualité égale. Voilà, c'est mentionné sur la slide avec un peu plus, de d'éléments, mais globalement, voilà, les critères que je viens de vous rappeler permettront ou non, l'allocation de subventions. Donc au niveau de la qualité de la demande, le potentiel d'innovation et la réponse aux défis sociétaux, la valeur ajoutée transfrontalière et lien avec la S3, primeront sur la multirégionalité du projet lors de l'attribution de la subvention. Donc voilà, globalement, chaque attribution est motivée par le conseil d'administration et si jamais le projet n'est pas retenu, une explication est préparée pour ces projets et il peut s'agir de recommandations pour améliorer le projet en vue d'une participation à un appel, ultérieur. Donc là, on est au niveau de l'appel, 2 sur 6, globalement, on est sur une moyenne de 2 appels à projets, par an. Et je passe le flambeau à Benjamin. Merci. Donc, Benjamin, je travaille sur Strasbourg en tant que coordinateur de projet. Et moi, je vais vous parler tout simplement de la phase de suivi du projet, puisqu'une fois que votre projet collaboratif aura été sélectionné, eh bien, il y aura nécessité de signer donc un accord de coopération, comme ce qui est, la plupart du temps le cas dans les appels à projets, qui va résumer au final les obligations des PME qui participent, à cet appel à projet, heu et heu et également l'organisation avec tout simplement nos chargés de projet, enfin le chef de projet dans les différentes régions. À chaque, projet sera attribué ce que nous appelons un point de contact unique qui sera au final votre référent et responsable du suivi opérationnel et financier. C'est donc la personne avec qui vous discuterez de façon régulière pour pouvoir, déclarer vos dépenses réelles et ainsi percevoir les différents versements, relatifs à votre projet. Hem,
Ce point de contact unique, ça ne sera pas uniquement pour le suivi financier, mais vous pourrez aussi organiser avec cette personne une revue régulière du projet pour réorienter, si nécessaire, le plan de développement, voire aussi identifier des soutiens complémentaires, puisque le soutien apporté par les différentes personnes qui sont aujourd'hui présentes commence lors de la phase de construction des projets, hein, avec la recherche de partenaires, avec une aide à la structuration du projet, mais aussi par la suite, une aide au final pour soutenir cette phase de développement et de préparation de l'accès au marché. Donc il ne faudra pas hésiter aussi à nous en parler. Voilà pour les différents éléments concernant cet appel à projet. Tu peux passer à la dernière diapositive, Louise? Je crois que tu as encore la main. Merci. Donc, vous avez ici en fin de présentation les contacts des différentes personnes qui ont aujourd'hui présenté l'appel à projet et qui pourront répondre à vos questions pour remplir de façon sereine la demande de cofinancement. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à nous les poser, que ça soit maintenant ou par la suite, s'il y en a d'autres qui vous viennent, par mail ou par téléphone. Je regarde à l'instant, mais je vois pas de questions dans le chat ni dans le Q&R. N'hésitez pas, on peut attendre encore quelques minutes pour voir s'il y en a qui arrivent. Toujours la première qui est difficile. On a été clair, alors c'est génial. Pas de questions? Pas Ah, si, voilà. d'interrogation de... Ah si. Pourriez-vous rappeler la date de démarrage, s'il vous plaît? Merci pour ce webinaire. Donc, le prochain appel a déjà commencé, enfin, l'appel actuel a déjà commencé, donc il a commencé le 3 mars et il se clôture le 25 avril. Comme l'a dit Angela, donc c'est 13 heures en fait. Je crois que Oui, c'est il y a eu 13 heures, ouais. 10 heures beaucoup le beaucoup 3 d'autres heures qui ont mars, déjà mais été 13 mentionnées. heures. Ouais. Voilà, du 3 mars, voilà, jusque fin avril, 13 heures. 25 avril, oui. C'est assez Oui, clair, ça merci. serait possible de les... Ben, on va vous partager forcément le PowerPoint, la présentation. Et moi, je m'étais engagée à vous fournir le test EDD des entreprises en difficulté, parce que c'est un des points également importants quand on dépose un dossier de candidature. Donc, on va vous envoyer tout ça par On me montre mail. aussi le Et pour... lien Et le suivant la lien vers... conversation. Ouais, je suis en train. ouais. Ouais. Oui, parce qu'en fait, ce sera mis sur notre site internet, où il y a déjà le test ED qui est disponible en ressources, et le webinaire, il sera aussi... Merci Stéphanie. Quentin Caudron qui dit: «Ah oui, Ouais. nous cherchons toujours un partenaire de notre côté. Est-ce qu'une session de mise en relation est prévue?» Pas pour cet appel à projet-ci actuellement, en tout cas pas à ma connaissance, mais on est en réflexion sur comment est-ce qu'on va fonctionner pour la suite, et éventuellement en faire. Maintenant, outre l'aspect événementiel de ces mises en relation, ce que nous, on propose dans la mise en relation, c'est de faire des fiches de matchmaking que vous pouvez remplir, et je pense qu'en l'occurrence, Quentin Caudron, vous l'aviez fait. Et donc, nous, après, sur base de cette fiche de matchmaking, on peut partager avec les partenaires, voir s'il y a un besoin qui serait rencontré. Donc, ce document détaille les compétences dont vous disposez, les compétences qui vous manquent, et nous, en interne, on peut en discuter. Mais à ma connaissance, on n'a pas encore d'événement qui est prévu prochainement, et si ce sera le cas, on ne manquera pas de De toute vous façon, on communiquer. communiquera là-dessus s'il y a un prochain matchmaking. Donc, ça sera mis sur le site internet et ça sera envoyé certainement aux gens qui faisaient partie de ce webinaire. Mais donc, typiquement, je ne sais pas si ça vous aidera, Marie, mais dans ce cadre-là, bah, par exemple, il y aurait une mise en relation qui serait faite, soit avec une valeur ajoutée de notre intervention, ou pas du tout, parce qu'il y a déjà une mise en relation qui est déjà faite. Et un projet type pourrait être donc un partenariat de 2 PME sur une innovation, je ne sais pas moi, une partie hardware, une partie software, et avec un input éventuel
la sous-traitance si nécessaire. Enfin, c'est dur de donner un exemple type, mais ça pourrait être un exemple de processus qui arriverait, quoi. Je profite aussi pour faire passer le message, hein, si on a aussi des institutionnels, collectivités, que vous avez des événements sur lesquels on pourrait aussi promouvoir Crossroad dans quelques minutes, on est aussi preneur avec évidemment une cible toujours entreprise. Mais justement, l'événement du 1er avril cité par Marie, voilà, je C'est ce pense que qu'il y j'ai aura vu. il y aura des EPCI, en fait, donc des regroupements de communes qui seront présentes lors de la manifestation du 1er avril, avec des services développement économique, et du coup, eux pourront relayer l'information auprès de leur territoire, en fait, du moins sur les Hauts-de-France. Donc, Olivier Posès qui dit: si une entreprise créée récemment n'a pas encore eu de bilan comptable annuel, comment remplit-on le test EED? C'est une bonne question. Il faudrait qu'on regarde au cas par cas. Maintenant, nous, en effet, ce qu'on vérifie, c'est strictement la partie du test. Et donc, sauf erreur, Alors, le bilan, il faudrait au moins un bilan alors, trimestriel. il faut au moins un bilan, donc, enfin, la définition de la PME européenne, c'est un bilan de 43 millions. Donc, je pense qu'il faut une antériorité, enfin, il faut une antériorité de 3 ans. Mais on va vérifier ça. Ces cas particuliers sont à traiter avec le secrétariat Interreg pour avoir leur accord en amont. Ah ben voilà, Régis. Concernant les experts qui sont recherchés pour l'expertise, y a-t-il un catalogue de compétences recherchées? Les experts ont déjà été désignés, en fait. Donc, pour rappel, les experts, c'est l'étape 2 de la procédure de sélection, qui est une analyse qualitative, et ils ont été sélectionnés par marché public. Oui, là, Alors, il y a à nouveau un ils ont appel été à sélectionnés, candidature. voilà, ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, au niveau des Hauts-de-France, on va relancer un marché pour ouvrir Enfin, versant les français. experts, les versants français, en fait, en collaboration avec le Grand Est Innov. On va ouvrir le marché de nouveau pour le rendre accessible à des experts, des consultants privés, en fait. Parce que là, effectivement, on avait beaucoup de structures de notre écosystème. On a eu un professeur d'université également, enfin, entre autres, pour ne citer que des exemples d'experts qui ont postulé. Mais on veut vraiment rendre l'expertise accessible à des gens du domaine privé aussi, donc des consultants. Et donc là, le prochain appel à projet va paraître sous peu. Donc, on refera une communication d'appel à candidature uniquement sur le versant français, sur la partie recherche d'experts. Donc, voilà, vous pourrez à nouveau candidater si vous le souhaitez, mais tout sera décrit dans l'appel à candidature. Et la date limite, parce qu'il y a toujours des dates limites pour déposer les candidatures d'experts, c'est le 18 avril. Ce sera le 18 avril. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Ah, je vois qu'en fait, dans QNR, il y en a peut-être. Oui, en fait, on a juste regardé l'aspect conversation. Donc, Peut-être Hervé vous juste demande... remettre la slide sur nos contacts, hein, comme ça en même temps, il y a aussi nos adresses mail. Voilà. C'est peut-être plus simple. Ouais, donc désolé, en fait, Attends, non, mais de toute façon, on je avait reprends. loupé les quelques questions dans le QNR, donc je les reprends. Quel est le profil du comité d'experts? Alors, c'est Oui. un expert par versant, donc un wallon, un flamand et un français, et par thématique. Donc, il y a 4 panels d'experts, un par thématique, qui reprend à chaque fois les 3 experts, et qui ont été sélectionnés sur base, je ne saurais pas vous dire tous les critères de mémoire, mais en tout cas sur base de leur connaissance du secteur. Et c'est dans le domaine universitaire et industrie plutôt, en termes de typologie d'acteurs. J'ai répondu, hein, si jamais, à la plupart des questions Ah dans oui, le j'avais pas vu QNR. ça. Ah oui. Tu peux ouvrir les Oui, il a commentaires. répondu, Benjamin, oui. Donc, si je me trompe pas, tu ne réponds pas. De quel type d'industrie sont-ils issus, c'est ça? Ça, je comprends pas la J'ai pas question. répondu, j'étais pas sûr de bien comprendre la question. Vous pouvez peut-être préciser cette question-là. Donc, je continue. Nous n'avons pas accès aux micro-caméras, oui. Quel est le profil? Ah oui, bah, ça, c'est la question posée.
Je ne sais pas si peut-être la pouvez vous question sur exprimer un les types petit, d'industries peut être précisée, parce que celle-là, je ne Mmh. l'ai pas. Et alors, je retourne dans le chat. Est-ce que la règle des minimis s'applique sur les subventions intéressantes? Donc ici, on est dans le règlement d'exemption, article 20. Maintenant, nous, ce qu'on dit en général, c'est de vérifier au cas par cas. Et d'ailleurs, vous pouvez nous contacter, en tout cas pour la partie wallonne, à ce niveau-là, pour à chaque fois affiner l'analyse. Mais de base, c'est le RGEC. Donc je vois que la précision, c'est: les experts sont-ils issus de l'industrie privée ou uniquement universitaire ou autre? Donc, sauf erreur, ça n'a pas été mentionné comme tel dans les marchés publics, donc Non, c'est je pas te un confirme. critère. Non. C'est pas un critère. Et je suis en train de réfléchir comme ça, j'ai du mal à faire une réponse plus précise, mais en tout cas, c'est pas un critère de base. Non, je te le confirme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a plus de questions. De toute façon, vous avez à la fin de la présentation nos adresses mail. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, les mises en relation sont les bienvenues. Il faut ouvrir au maximum et Et communiquer puis, aussi ouais, beaucoup sur et le projet. communiquer au maximum sur le projet. Ouais, n'hésitez pas à venir nous contacter avant d'introduire, comme ça on est aussi au courant et on a une vue dessus. Ouais, Est-ce que j'ai ça va l'impression que pour c'est tout toutes le les monde? questions. Ouais, ça va pour tout le monde ou pas? Merci Super. Marie. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre Merci de votre participation. Merci participation et et à à votre très vite. disposition. Ouais, au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.